Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de Phosphorus. Aujourd'hui, nous sommes avec Sébastien, qui est pas ici présent directement sur VRChat, mais qui du coup sera représenté par Abzak dans sa version physique sur VRChat. Aujourd'hui, nous allons parler donc des données d'Internet et des lois. Donc Sébastien, juste, qui est notre invité du jour, qui est donc un étudiant-chercheur, et qui... Enseignant-chercheur. Il y a longtemps que je suis plus étudiant, pardon, hélas. pardon, oui, c'est vrai, je cherchais le deuxième mot. Donc qui est un enseignant-chercheur, exactement, donc dans les lois de l'informatique, et qui aujourd'hui est avec nous pour parler donc des données sur Internet. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on commence ce live? Il y a longtemps, hélas, que je ne suis plus étudiant, mais j'avais commencé à faire de l'informatique avant de faire du droit, puisque j'ai eu mon premier ordinateur, c'était en 1978. Je ne suis devenu juriste qu'après. D'accord. Bon, bah, très bien. Alors, est-ce que le son est bien, Abzak? Je sais pas si tu Oui, check. effectivement, il est bien. Parfait. Je tiens juste à vous prévenir que du coup que le chat sera lu un petit peu en retard du coup, vu que je suis pas trop dispo en ce moment. Mais sinon, posez vos questions, elles seront répondues dans un temps assez court. On essaye. Bien. Donc, si tu as une autre introduction à dire, c'est maintenant. Quelque chose à dire avant qu'on commence. La question s'adressait à qui, là, à moi? Ah oui, à toi maintenant. On parle à toi seulement. D'accord. Quelque chose à dire? Bah, moi, j'ai toujours des choses à dire, mais encore faut-il que ce soit cohérent avec le sujet. Donc, je préfère te laisser guider Ok. l'entretien. Bon, bah on va commencer directement. Alors, évidemment, comme tous les débats Phosphorus, on va commencer par les définitions, parce qu'il faut qu'on se mette bien au clair sur ce qu'on entend par Internet, données et réseaux sociaux, parce que c'est des thèmes qu'on va aborder. Aussi les lois qui sont mises en place sur Internet. Donc, pour toi et pour évidemment la définition qu'on va utiliser, quel est Internet? Quelle est sa définition Internet? Je n'avais pas prévu de répondre à cette question-là. Pour moi, c'est un réseau mondial. Je voudrais surtout parler de la façon dont il y a eu une longue marche entre le droit et Internet et qui s'est faite vraiment lentement. J'aurais plus de facilité à parler de ça plutôt que de donner une définition un petit peu abstraite d'Internet. Euh, quand, quand, à la fin des années 90, Internet a commencé à se répandre en France, les réactions des juristes, alors ça peut être le juge d'instruction, ça peut être le procureur, ça peut être le législateur, leur réaction n'était pas très différente de celle du français moyen qui commençait à entendre parler de ce réseau mondial. C'est-à-dire que les premières poursuites ont été dirigées, je crois que c'est dès 1996, contre des fournisseurs d'accès à Internet, je dis bien des fournisseurs d'accès à Internet, qui étaient poursuivis parce que quelque part sur Internet, de l'autre côté de la planète, il y avait des contenus qui étaient des contenus pédophiles. On poursuivait pas l'auteur, on poursuivait la personne qui donnait accès au réseau. Donc il y a eu beaucoup de progrès à faire entre cette première approche et la situation actuelle. Alors j'ai répondu à côté de la question, mais c'est ainsi. D'accord, ok. Bon, bah, ça me va. Donc, la définition d'Internet pour toi, c'est juste un grand réseau mondial qui en fait connecte toutes les différentes personnes. Et donc, comme on a pu le voir, euh, au final, au tout début d'Internet, les gens n'étaient pas encore conscients du fait qu'ils se connectaient directement aux autres personnes, j'imagine. C'est en fait indirectement ce qui s'est produit. C'est ça, oui, clairement. Ok. Donc, Tout à fait, tout à fait. Et puis on avait eu
la chance relative en France d'être connecté un petit peu avant les autres pays au début des années 80 avec le Minitel, mais à la fin des années 90, on avait pris énormément de retard par rapport aux autres pays européens et occidentaux, y compris dans la pensée que l'on avait. On en était encore à un réseau centralisé comme l'était le Minitel. Et le législateur et l'ensemble des citoyens continuaient de penser comme ça. Ok. Actuellement, étant donné qu'on parle, donc oui, c'est vrai quand on y pense, l'étape où on s'est dit, on passe d'un moment où c'est très difficile de faire passer l'information d'un continent à un autre, à un moment où c'est presque instantané. C'est vrai Mhm. que quand on y pense, c'est quand même une Mhm. assez grosse changement dans les esprits. Mais Mhm. actuellement, quelles Mhm. sont les législations Mhm. importantes concernant mes données sur Internet? Qu'est-ce qui est mis en place actuellement sur les données d'Internet? Euh, Alors, les données, lesquelles? Les données publiques ou les données privées? Parce que ce sont deux régimes juridiques complètement différents. Données publiques, bah, c'est la communication publique, et données privées, bah, ce sont les données personnelles. Tu penses plutôt auxquelles? je voulais juste en fait savoir s'il y a vraiment des... Parce que on parle beaucoup dans les médias de beaucoup de problèmes liés à Internet et les données et tout ça. Et oh là là, on prend des informations, on nous traque et tout ça. Donc je voulais savoir Mhm. si au final, des côtés des juristes, c'était quelque chose qui est Mhm. aussi prenant que les médias nous le disent. Il y a autant de législations qui sont Voilà. mises en place, autant Mhm. de conversations, j'imagine. Alors, oui. Alors, il faut vraiment clairement distinguer d'une part les données personnelles, hein, et de ce qu'est la communication publique. Les données publiques qui sont vraiment soumises à deux régimes complètement différents. Euh, Long, Ah, je crois le juriste français et les autres juristes nationaux avaient oui, non, oui, tu c'est cherches à continue, continue. m'interrompre? Non, continue, continue. D'accord. Bon. D'accord. Le juriste français, le législateur, entre autres, a longtemps conçu que ce soit les données privées ou les données publiques sous un angle purement national. C'est-à-dire que le droit international privé existait relativement peu. Il y avait peu d'affaires de droit international privé. C'est-à-dire que ce soit, je sais pas, que ce soit une injure, une diffamation, ça restait souvent franco-français et c'est le juge français qui jugeait en France avec la loi française. Ok. Tout Euh, je sais pas, tu coupes beaucoup. la diffamation. Oula. Tu coupes beaucoup en ce qui concerne ta connexion Internet. Ah, je crois qu'on a un petit problème. Oups. Euh, Qui s'applique, c'est-à-dire que on va se retrouver actuel. Parce qu'au point, on craignait, oui. Tu cherches à m'interrompre? non, c'est juste que Je t'écoute, je t'écoute. vous coupez beaucoup là pendant ces dernières minutes, mais au final, ça s'est réglé. Donc je te laisse continuer. D'accord, d'accord. Donc, je vais y arriver. Le souci principal du juriste, c'était qu'il y ait un déficit de droit quand il s'agissait d'un problème international. Alors c'est pour ça que, par exemple, pour ne parler du droit pénal, qui est un exemple assez pédagogique, quand il y avait une infraction pénale internationale, par exemple le détournement d'avion, puisqu'on a un texte dans le code pénal sur le détournement d'avion, il suffisait qu'il y ait un tout petit morceau d'infraction qui soit commis sur le territoire français pour que le juge et le droit pénal français soient compétents. Par exemple, il suffisait qu'un avion détourné survole le territoire français pour que le juge et le droit français et le droit français soient applicables. Parce qu'on craignait que le pays de départ, le pays de destination ne poursuive pas.
Alors qu'on applique ça avec Internet, ça veut dire que je ne sais plus combien il y a de pays autonomes au monde actuellement, mais on doit être de 220 ou 250 pays. En théorie, il y a 220 ou 250 droits différents qui peuvent s'appliquer en même temps, en disant des choses parfois complètement opposées. D'accord. Alors ça, c'est la première chose que je voulais mettre en évidence. Ok, donc c'est très compliqué en fait, les gestions de problèmes informatiques. Tout à fait, tout à fait, tout à Ok. fait. D'autant plus que les juristes et les informaticiens sont loin de toujours parler le même langage. Ok. Mais au final, si on regarde d'un point de vue purement technique, Oui, Internet, c'est juste deux ordinateurs qui sont connectés entre eux par un câble. Et quand on regarde d'un point de vue purement technique, de base, c'était juste une invention américaine d'un campus universitaire qui voulait juste passer d'informations à travers leurs différents postes. oui, oui. Mhm, Ok. Euh, mhm. de base, c'était juste des informations qui passaient à travers différents postes. Donc, d'un point de vue purement Oui. technique, c'est juste de l'électricité qui passe. Pourquoi imposer des législations sur des simples signaux électriques qui se passent de pays en pays? Est-ce que au final, du coup, si moi je crée un moyen de passer des informations de la France à la Suisse, est-ce que je peux Mhm. avoir est-ce que je peux être légalement responsable des informations que je passe, alors que c'est par exemple juste une ficelle qui se tire ou qui ne se tire pas? Alors, ouais. Pour répondre à l'aspect, ce sont juste des signaux électriques, je te dirais, si je me place à la frontière suisse et que je crie des insultes en direction de la Suisse et qu'un Suisse se sent insulté, ce sont juste des vibrations sonores. Oui, ok. Euh, euh, peu importe, peu, peu importe le vecteur, hein, le droit. La première fois, un accident automobile à la fin de 1894 et 1895 a donné lieu à un procès. Bah, le juge n'a pas crié au vide juridique, il a appliqué ce qu'il connaissait depuis d'années et qui avait été codifié 90 ans avant lui dans le Code civil de 1804, à savoir la responsabilité civile. Hein, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer. On n'a pas eu besoin d'une loi nouvelle pour appréhender les conséquences dommageables de cette nouveauté technique qu'était l'automobile. Je pense qu'on aurait eu tout intérêt à utiliser la même logique avec Internet. Je prenais l'exemple de l'injure ou de la diffamation, qu'elle soit faite par voie de presse, par voie de radio, par voie de télévision, ou sur un site web, ou sur une des autres utilisations de l'Internet, ça n'en reste pas moins une injure ou une diffamation. D'accord. Mais du coup, ça me pose une question. En quoi est-ce que les données cryptées sont au final imperméables aux attaques légales? Parce que si je crypte des données et que je passe un message, j'ai quand même passé un message. De la même manière qu'avec ma ficelle ou avec ma voix, je peux insulter quelqu'un d'un autre pays. Je n'ai pas entendu la suite. Euh, si j'ai des données cryptées et que je passe un message, même si le message il est crypté, même s'il est écrit dans une autre langue, même s'il est il est crypté, je passe quand même le message et c'est tout de même illégal parce que de la même manière que j'envoie des messages via des cordes ou via du morse ou que je Oh. crie de tous mes poumons, les données que je passe cryptées sont aussi illégales et pourtant elles sont cryptées donc. Alors, ça pose le problème de la légalité ou de l'illégalité du cryptage, hein, bien sûr, d'une part. Et puis, d'autre part, faut voir les choses de façon pragmatique. C'est dans la mesure où une donnée n'est pas décryptée, bah, elle va pas poser de problème juridique, hormis le fait de savoir si l'utilisation du cryptage est illicite ou pas. Alors, sur
J'ai toujours été un chaud partisan de la libéralisation de la cryptographie. Il faut savoir que jusqu'en 1900, je crois que c'est 96, en France, la crypto était classée dans la catégorie des armes de guerre. Parce qu'on n'avait pas, ou le citoyen moyen n'avait pas, ou très très peu, besoin de crypter ces informations. Avec Internet, le fait d'envoyer un mail, physiquement, si j'ose dire, entre guillemets physiquement, le mail était beaucoup moins protégé que ne l'était la lettre dans une enveloppe, puisque le code des télécommunications interdit à quelqu'un d'autre que le destinataire d'ouvrir une enveloppe. Le mail, lui, c'est plutôt la carte postale aux yeux du facteur. Et la loi nous interdisait de crypter un mail. C'était une législation qui était tournée vers le passé et qui a été peu à peu libéralisée. On est passé d'une crypto à 40 bits à 128 ou 256, etc., etc. Et maintenant, la cryptographie est quand même devenue relativement largement autorisée en France. Ok. Mais avec l'arrivée des ordinateurs quantiques, j'imagine que vous voulez voir où je veux en Oui, venir avec cette question. Avec l'arrivée des oui, ordinateurs oui, quantiques, oui, la cryptographie sera ouais, bien plus facilement décryptable. Et là, ça pose un autre problème, c'est que non seulement elle sera décryptable, mais elle clairement. sera décryptable par des gens dont on voulait pas savoir, dont on voulait pas envoyer le message au final. Je pense notamment aux chercheurs ou n'importe qui peut tomber sur le message. Donc, est-ce que, Tout à fait. vu que les ordinateurs quantiques et donc la cryptographie va en fait tomber à l'eau, enfin pas vraiment, mais dans le sens où ce sera plus vraiment très Mhm, sécurisé, mhm, est-ce que on devrait mhm. pas à nouveau rebannir la cryptographie de manière à empêcher les gens qui ont des ordinateurs quantiques d'avoir un avantage sur les connexions Internet? Bon, ça, c'est la vieille histoire de l'armure et de l'arme pour percer une armure, hein. Chaque fois qu'on a inventé une arme nouvelle, on a inventé une armure nouvelle. Pour ma part, je suis pas favorable du tout à l'interdiction qui de toute façon ne se retourne que contre les bons citoyens. Hein, les mauvais garnements, si j'ose les appeler comme ça, ne se soucient pas de l'autorisation ou de l'interdiction de la chose. Au sujet des progrès de l'informatique et de l'arrivée de l'informatique quantique, c'est vrai que ce qu'on utilise actuellement avec les cryptographies à clé dissymétrique, qui sont difficiles, voire impossibles actuellement à décrypter, ça va devenir facile demain d'avoir accès aux informations qui ont été cryptées. Mais ça, c'est un problème courant. Hein. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure le temps de décryptage de quelque chose qui est considéré comme étant Euh, aujourd'hui comme étant un cryptage sûr, je ne sais pas quel sera le temps machine demain qui sera nécessaire pour le décrypter. Mais euh, d'une part, les informations, je continue, d'une part, les informations cryptées aujourd'hui qui ont une forte valeur, quand elles seront décryptées dans 6 mois, l'an prochain ou dans 10 ans, n'auront peut-être plus autant de valeur qu'aujourd'hui. Ok. Abzak? euh, Il y a CC Gauche qui tient à noter que le cryptage post-quantique, il existe toujours. C'est seul le RSA qui est brisé par l'ordinateur quantique. Ok, mais C'est le le Mhm, RSA, procédé c'est... mhm, irréprochable par mhm, d'autres technologies, la mhm. cryptographie par problème du sac à dos, qui eux sont surface à l'ordinateur quantique, LECC. Ok. Mais dans Mhm. tous les cas, alors à mes bons souvenirs de NSI, le RSA, c'est ce qui est utilisé notamment pour nos mails. Je dis pas de bêtises. Je vais peut-être Mhm. m'arrêter là. C'est bien ça? Le RSA, c'est bien utilisé pour les mails.
La question s'adresse à qui, là? Tu vois? Je sais pas, je donne ma langue au chat, Ah, j'ai un trou, là. tu sais pas si Oui. bon, bah, Il J'ai utilise une paire de j'ai un clés, trou, des nombres j'ai un entiers trou. composés d'une ok. clé publique pour chiffrer Oui, et déchiffrer une clé privée. Donc en fait, il y a une clé oui, privée ça je qui sais. est envoyée par qui appartient à une seule personne, et puis du coup, c'est cette clé qui sert à décrypter Ah, tu parles de cryptage les- à clé désymétrique, hein? Oui, Oui, c'est Mhm. ça. oui, D'accord, d'accord. Mhm. Ok. Alors, tout dépend de la taille de la clé. Tout dépend de la taille de la clé. Moi, je suis un grand utilisateur de PGP depuis longtemps. J'essaie d'utiliser des clés les plus fortes possibles en fonction de ce qu'autorise la législation. Mhm. Ouais, ok. Ah, parce qu'il y a toujours des législations sur les cryptages. Oui, ouais, ça a beaucoup diminué, hein, dans la mesure où maintenant les services spécialisés des différents gouvernements ont compris tout l'intérêt du cryptage. Ok. Euh, alors, on va un peu changer de sujet. Euh, Internet Mhm, de base, c'était une création et maintenant c'est un peu devenu une sorte de science, vu que ça fait partie de la science de l'informatique. mhm, Euh, Est-ce que mhm. tu es pour une sorte de légalisation d'une science? De la même manière qu'Internet, bah, des juristes ont dit ça il faut faire, ça il faut pas faire. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose d'intervenir d'un point de vue légal dans la science qu'est les protocoles Internet? Deux choses. Je vais te reprendre sur la forme de ta question. Tu dis les juristes ont dit ça faut faire, ça il faut pas faire. Ça, c'est quelque chose, je bataille toujours quand mes étudiants ou les gens devant qui je fais des conférences interviennent en disant cela. Je bataille toujours, attention, nous sommes dans une démocratie. Tout ce qui n'est pas expressément interdit est autorisé. Il n'y a pas besoin de dire, on n'a pas besoin d'une loi pour dire ceci est autorisé, cela est autorisé. On énumère limitativement tout ce qui est interdit et tout ce qui n'est pas limitativement interdit est autorisé. On n'a pas fait une loi pour m'interdire de vider la mer à la petite cuillère. Alors ça, c'est la première partie de ma réponse. Et résume-moi ta question parce que je voulais réagir et j'ai déjà oublié. Euh, L'informatique, c'est devenu une science. Et est-ce Oui. qu'il faut autoriser la légalisation, imposer certaines règles légales sur la science qu'est l'informatique au niveau de Internet? Alors, l'usage d'Internet comme tout outil ne peut pas échapper à l'application du droit. Hein, le droit, c'est on peut le résumer comme étant la possibilité pour une société de dire non à certains comportements. Donc, le, il ne s'agit pas de décider pour le législateur comment dire, de, d'autoriser tel ou tel comportement. J'arrive pas à reformuler alors, repose-moi une troisième fois ta question que je reformule ma réponse, excuse-moi. Ok. Ma question, c'était est-ce qu'il faut imposer des lois légales sur la science qu'est Internet? Bon, je vais le reprendre différemment. Euh, le, toute utilisation, tout comportement humain, qu'on le veuille ou pas, est soumis à un certain nombre de règles. Donc il ne s'agit pas pour le législateur de venir contrarier systématiquement un usage qu'il ne comprend pas. De temps en temps, il y a des usages qui précèdent l'irruption d'une loi. Ça a été le cas, je parlais de l'exemple de l'usage de l'automobile avec le premier accident d'automobile, et à la fin des années 90, quand il y a eu des premiers conflits qui se sont posés, le législateur a dû intervenir soit donc en faisant une loi, ou le juriste, par exemple, les tribunaux eux aussi ont dû intervenir
pour prendre des décisions sur des choses qu'ils ne maîtrisaient pas forcément encore. Par exemple, dès 1997, je crois, le ministre des Télécommunications, qui s'appelait François Fillon à l'époque, avait essayé de faire une première loi qui a été annulée par le Conseil constitutionnel sur la responsabilité des intermédiaires techniques, des fournisseurs d'accès et d'hébergement. Cette loi a été heureusement annulée par le Conseil constitutionnel parce qu'elle était mal écrite. Et ce texte rendait responsables les fournisseurs d'accès et les fournisseurs d'hébergement de ce qui se trouvait sur Internet. C'est une réponse à la décision dont je parlais tout à l'heure. Oui. Même chose, le juge, on doit être en 97 ou 96 aussi, à l'époque, Yahoo était un des très 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 gros services, un des très très gros sites, alors que maintenant il a pas disparu, mais c'est juste devenu une sorte de mini-agence de presse. Et à l'époque, il y avait un système de petites annonces et de ventes en ligne, et avait été vendu quelque part, je sais plus, peut-être aux États-Unis, des insignes nazis. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui est légal. En France, c'est illégal. Et un juge était intervenu en disant il faut mettre des frontières informatiques autour de l'Internet français pour pas qu'on voit ça en France. J'ai tendance à penser, avec tout le respect que je dois pour ce magistrat qui s'appelait juge Gomez, qu'il n'y a rien de plus ridicule qu'une décision de justice qui est inapplicable. Ok. Donc là, donc on a posé, donc oui, donc il faut imposer des lois sur Internet, notamment parce qu'il y a des communications entre différents pays aussi, et que c'est international, c'est quelque chose qui est assez tendu quand on y pense. Mais parce que on impose aussi des lois à Internet, mais à des créations en général de personnes. Alors bon, en fait, quand on y pense, ça semble normal. Si quelqu'un se met à créer quelque chose qui peut être dangereux, on va imposer des lois pour éviter qu'il soit utilisé à des fins mauvaises. Par exemple, il y a des lois sur les couteaux. Je veux dire, c'est pareil quand oui. Oui, c'est un bon exemple, oui. Alors, si on prend... Oui. Oui, c'est un bon exemple, l'exemple du couteau, parce que ça me rappelle une loi qui avait été adoptée par le Parlement français à la suite de la demande de l'industrie du divertissement, qui s'appelle même l'industrie culturelle. Je parlais de cette vieille loi inappliquée qui s'appelle la loi Adopi, qui avait beaucoup remué le petit monde Internet français. Alors ça on est en 2006, je crois, 2006-2007, cette loi qui était censée protéger les droits d'auteur. L'incrimination posée par la loi interdisait les programmes qui étaient manifestement destinés à violer les droits d'auteur. Pour moi, juriste, ça me hérisse ce genre de rédaction parce que ça ouvre sur n'importe quoi. Et pour revenir à l'exemple du couteau, ça revenait à interdire les couteaux qui étaient manifestement destinés à tuer. Cette loi était par définition une loi qui était mal rédigée sous l'influence de l'industrie du divertissement. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, totalement. Enfin, c'était pas vraiment une question, c'était juste... Pareil pour le coup. Alors, quand on regarde autour de la planète Terre, il y a l'ISS qui tourne, et comme Internet, l'ISS a des lois qui sont internationales. J'ai beaucoup entendu parler de qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un se tuerait une autre personne dans l'ISS, niveau légal, et il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu apparemment. C'est comme Internet. Oui, un peu, oui. Est-ce que tu as une anecdote à ce sujet, quelque chose? Non. Alors, une anecdote, non, c'est-à-dire que c'est, d'une part, il y a une convention, je
ça date m'échappe, mais je crois que c'est une convention du milieu des années 70. Je pense que c'est 67, mais il faut prendre ça sous toute réserve parce que j'ai pas beaucoup la mémoire des dates. Une convention sur le droit applicable à l'espace. Une convention internationale, donc, qui a été signée par un certain nombre de pays et qui ont considéré que ce qui était en dehors de la planète Terre n'appartenait à personne et était une sorte de bien commun de l'humanité. Bon, ça, je crois, ça me revient, je crois que c'est la loi, une convention de 67 plutôt, 1967. Donc on est pas on est vraiment en pleine période de découverte et des premiers voyages aérospatiaux, puisque Apollo 11, c'est l'année qui suit. Alors ça, c'est une convention qui a donc une cinquantaine d'années, qui, je pense, est de moins en moins facile à appliquer avec la popularisation de la vie, de l'espace, y compris maintenant par des sociétés privées. Je pense que cette convention est de moins en moins au goût du jour, parce qu'on imaginait, l'auteur de la législation de l'époque imaginait que... Vous m'entendez toujours? Moi, j'ai entendu un bing. Non, vous m'entendez toujours? Je vous entends, toujours. Oui, bon, d'accord. Ok. Et le législateur de l'époque imaginait que il n'y aurait que les États qui seraient capables d'envoyer du matériel ou des hommes dans l'espace. On sait que ça n'est plus vrai. Alors ça, c'est la première chose sur la convention qui fonde un peu le droit de l'espace. Si quelqu'un assassine quelqu'un d'autre dans la navette, je pense que c'est pas un problème spécifique. Je crois que vont s'appliquer simplement les règles habituelles en matière de meurtre. Par exemple, le droit français sera compétent, le droit pénal français sera compétent si l'auteur du meurtre est français ou si la victime du meurtre est français, ou accessoirement si un des éléments de rattachement de la compétence du juge et du droit français existe dans cette affaire. Ok. On va retourner un peu au niveau de l'informatique. Oui. En ce qui concerne, il y a beaucoup de choses qu'on considère comme étant un peu illégales en informatique, enfin en tant qu'utilisateur de l'informatique. Par exemple, si j'arrive sur un site et qu'ils me disent cliquez sur OK pour accepter les cookies. Voilà, tout le monde a déjà reçu ce message. Il est assez classique. Mais quand on se penche du niveau du code source, enfin du niveau de la façon dont Internet fonctionne, c'est en fait le serveur qui demande est-ce que je peux sauvegarder cette information sur le PC, et c'est le PC qui la sauvegarde au final. Donc la question que je me dis, c'est pourquoi imposer le fait qu'on... Parce que légalement, j'ai lu que légalement, il fallait vraiment demander l'utilisation de cookies, c'était à des buts publicitaires, etc. Mais au final, c'est notre PC qui les sauvegarde, les cookies. Donc, pourquoi demander si on peut utiliser les cookies si au final, on peut juste ne pas les sauvegarder ou les supprimer? Alors, le texte en question, c'est donc le règlement général européen de protection des données, le RGPD, qui s'inspire en bonne partie de la loi française de 1978. On est un des premiers pays au monde, je crois le troisième pays au monde, à avoir légiféré en matière de droit et de l'informatique. En 1978, il s'agissait de protéger les personnes contre des usages abusifs de leurs données personnelles gérés par l'outil informatique. Le droit, la société, je trouve pas scandaleux que la société soit là pour protéger les gens, y compris sur des domaines qu'ils ne maîtrisent pas. Aux États-Unis, on a tendance à protéger les gens de façon beaucoup moins importante qu'en Europe. C'est plus par le biais de la contractualisation, c'est-à-dire qu'aux États-Unis,
c'est un contrat entre le consommateur et la société à laquelle il s'adresse qui va régir les problèmes de données personnelles. Et lui peut parfaitement donner l'autorisation ou vendre ses données personnelles, hein, pour avoir un bon de réduction ou que sais-je. En Europe, on a choisi, et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, de régenter ça de façon plus, j'aime pas le mot autoritaire, mais plus Imposé? de façon plus générale, plus sociale. C'est-à-dire que c'est la société qui donne un certain nombre de règles au-delà desquelles on ne peut pas aller, par exemple, en matière de données personnelles. D'accord. Mais Ça suffit à répondre à ta question. mais quelque chose que soulignait ma question, c'est pourquoi imposer au site web de demander pour les cookies, alors que ce serait plutôt le, 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 le Chrome ou Firefox, le moteur de recherche, qui devrait te demander s'il a le droit de sauvegarder les cookies, s'il doit sauvegarder les cookies. Parce que le législateur européen en a décidé ainsi. Un des principes de l'ancienne loi de 78 et donc du règlement du RGPD, c'est celui de la demande d'une autorisation libre et éclairée de la part des personnes qui sont concernées par le traitement. C'est-à-dire c'est un système, ce que cherche à organiser le RGPD, c'est une transparence, c'est-à-dire la première chose, il faut savoir qu'un traitement de données existe. C'est pour ça que on oblige, et c'est vrai que ça devient assez vite gavant quand on circule beaucoup sur Internet, d'être obligé de cliquer dès qu'on arrive sur un nouveau site. On est oui j'accepte. Personne ne lit les conditions générales et alors on est clair que ça peut vite devenir enquiquinant, mais d'un autre côté, ça reste protecteur parce que ça alerte quand même le citoyen sur le fait qu'il y a l'existence d'un traitement de données personnelles. Donc la première chose, avant de pouvoir s'opposer au traitement ou pouvoir demander modification du traitement, il faut d'abord être conscient de l'existence de ce traitement. Donc malgré le côté un peu caricatural en pratique de la mise en œuvre du RGPD avec l'acceptation sur tous les sites web, ça n'en est pas moins, à mon avis, quand même une bonne chose. D'accord. Mais quand j'ai juste mon dernier point là-dessus, le problème c'est que si un site internet malicieux essaye de mettre des cookies sur ton PC, il le peut, tandis que dans le sens opposé où c'était le moteur de recherche qui accepte ou non, il n'aurait pas pu. C'est carrément empêcher la criminalité de pouvoir exister avec ce moyen-là. Tandis que dans l'autre sens, c'est plutôt alerter que la criminalité existe, mais du coup, elle peut toujours exister. C'est pour ça que ça me semble un peu étrange. Ouais, je comprends pas en quoi ça. Tu veux dire que le fait d'empêcher l'existence des cookies empêcherait la criminalité, c'est ça, non? En fait, quand un serveur demande à sauvegarder des informations sur le PC, et en fait, c'est le PC qui te demande est-ce que tu veux, oui ou non, faire confiance à ce serveur et sauvegarder les cookies. Parce que dans ce sens-là, eh ben, quoi qu'il se passera, le serveur, il y aura toujours ton choix qui rentrera dans l'action. Tandis que dans l'autre sens, si c'est juste le serveur qui doit te demander s'il peut sauvegarder des cookies, il peut quand même le faire, même sans te demander et en étant illégal. Moi, j'ai tendance à me méfier de tous les automatismes, quels qu'ils soient. Mais d'un autre côté, faut savoir que souvent, j'aime à répéter que le périphérique le moins fiable, quand il s'agit de se connecter à Internet, c'est le périphérique qui se situe entre le clavier et le fauteuil, c'est-à-dire l'usager. C'est vrai que avec les défauts inhérents de l'usager moyen, il est relativement facile d'arriver à obtenir je sais pas, des informations personnelles, ne serait-ce que un mot de passe ou le code de secret de la carte bancaire. Mais je pense pas que
la solution purement informatique suffirait à éliminer la délinquance. J'y crois pas un instant. Pas un instant. Ok. Je pense qu'il est quand même intéressant qu'on parle du deep web et après du dark web, mais Oui. bon. En ce qui concerne Ouais. le deep web, donc quand je vais juste expliquer un peu la différence, le deep web, c'est toutes les pages qu'on peut pas vraiment accéder par un moteur de recherche classique. Par exemple, ta page avec tous tes mails ou la page de ton compte bancaire. Ces pages-là, on peut pas vraiment y accéder normalement. On est obligé de s'inscrire, de se connecter Mhm. ou de passer par des liens un peu étranges. Donc le deep web, ça a Mhm. rien de vraiment illégal, mais ça peut pas être vérifié, ça peut pas être analysé d'un point de vue extérieur. Tandis que le dark web, pour le coup, ça c'est illégal. C'est en fait la même chose, sauf que c'est illégal. C'est des actions illégales qui se produisent. En ce qui concerne le deep web, est-ce qu'il y a des légalisations sur les contenus du deep web, j'imagine? Alors, c'est pas une classification juridique. C'est pas une classification juridique. Hein. Web, deep web et dark web. Il y a des données qu'il est légal de posséder, d'autres qui n'est pas légal de posséder, etc. Donc j'ai un peu de mal à répondre à cette question. C'est-à-dire que, sauf interdiction, comme je disais tout à l'heure, euh, sauf interdiction, les comportements que l'on peut avoir sont autorisés. Donc alors, ceci dit, c'est vrai que il existe un dark web qui est assez largement utilisé par la délinquance. Ça, c'est une évidence et souvent d'ailleurs, ils ont des compétences informatiques extrêmement pointues. Hein. Je pense par exemple à tout ce qui tourne autour de l'argent de la drogue, dans la mesure où c'est une source de profit extrêmement importante. Ils ont les moyens de se payer d'excellents informaticiens. Mais ceci dit, la distinction web, deep web et dark web, juridiquement, pour moi, n'a pas d'existence en tant que telle. D'accord, donc C'est il y pas a comme ça pas qu'il faut le d'existence, formuler. il y a pas d'existence juridique entre le deep web, le dark web et le web normal. Non, non, Ok. c'est une distinction que l'on fait qui est compréhensible, mais il y a aucune définition juridique de ces trois catégories-là. D'accord, ça c'est intéressant. Et du coup, j'ai juste une question. Les sites de streaming, par exemple, qui publient des vidéos Oui. dont ils n'ont pas les droits d'auteur. Au final, quand on Ouais. regarde le code source de la page de streaming, ils publient pas vraiment la vidéo. Ils utilisent un moyen de publier une vidéo, par exemple YouTube, Dailymotion, Ouais. Drive, etc. Ouais. Et Ouais. ils mettent le lien sur leur site et après ils mettent de la pub Ouais. sur leur site. Est-ce que c'est illégal de faire un site web à des fins illégales ou est-ce que c'est illégal de mettre une information illégale? Je sais pas. Alors, ouais. Alors, pour le cas du film et du site de streaming, bon, ça c'est le droit d'auteur qui s'applique. Le droit d'auteur est très très clair sur le sujet. Hein, il s'agit clairement d'une représentation de l'œuvre. Et dans le cas d'une représentation de l'œuvre, si on n'a pas le droit de la représenter, il s'agit d'une contrefaçon, quand bien même le film n'est pas informatiquement hébergé sur le site de streaming, mais ailleurs. D'accord. Hein, Donc c'est oui, parce que j'ai aussi lu qu'il vas-y, y avait continue. des droits. Par exemple, si quelqu'un publie une vidéo sur YouTube et que moi, sur mon blog, je mets en fait la vidéo, mais pas directement en tant que fichier, mais en tant que ressource vers YouTube, Oui, c'est pas illégal. ouais. J'avais lu que c'était pas illégal de faire comme Alors, ça, je crois. alors, il y a deux réponses. La première, c'est euh,
en théorie, ce qui est mis sur YouTube doit être mis de façon légale, soit des œuvres originales, soit des œuvres que la personne la personne qui les met en ligne doit avoir les droits. Après, c'est couvert par la licence standard YouTube ou éventuellement une licence Creative Commons. Mais en pratique, c'est pas toujours le cas. Donc c'est pour ça d'ailleurs que YouTube a mis en place le système de striking pour justement essayer de limiter ces empreintes au droit d'auteur. Mais c'est pas parce une vidéo est sur YouTube qu'elle est forcément légale. Et le fait je sais pas comment dire en français, de l'embarquer, c'est tout embed. Oui, Embed, je sais plus Embedded, comment c'est dire en ça. français. Embedded. Embarquer? Oui. Embarqué, Ouais, c'est, on a qu'à dire oui, embarqué. donc, embarquer, hein, c'est ça, je pense qu'on Oui, peut dire embarquer. Le fait intégré, de mettre une vidéo embarquée, intégré. intégrer, voilà, merci. Le fait de mettre d'intégrer une vidéo sur son site web, simplement en recopiant le code d'intégration YouTube, c'est pas pour ça que c'est légal, même si en pratique, les détenteurs des droits, hein, les sociétés de gestion collective des droits ou les éditeurs ont tendance plutôt à attaquer YouTube qu'à attaquer l'auteur du site web lambda qui a simplement embarqué le code. Tout simplement parce que YouTube a beaucoup de sous et donc il est financièrement beaucoup plus intéressant pour une société de gestion collective des droits d'attaquer une boîte comme YouTube plutôt qu'un étudiant qui a fait son petit site web dans son coin. D'accord. Mais l'étudiant qui embarque une vidéo YouTube, même si la vidéo YouTube est publiée par son auteur, il n'a pas les droits de l'embarquer. Alors pourquoi la fonction d'embarquage existe? Si, il peut tout à fait. Il a tout à fait le droit de l'embarquer. Alors ça c'est du pur droit d'auteur. Hein, c'est du pur droit d'auteur. Il faut savoir que une œuvre, dès lors qu'elle est originale, hein, et souvent on a tendance à présumer l'originalité de l'œuvre, eh bien elle appartient à son créateur ou à ses co-créateurs. Hein. Le fait d'autoriser quelqu'un d'autre à le reproduire, à l'utiliser, etc., n'est jamais présumé. C'est-à-dire qu'il faut que la cession de droit se fasse de façon contractuelle, en énumérant précisément l'ensemble des situations dans lesquelles on autorise son usage ou pas. Oui. Et ça va assez loin. Par exemple, le droit français est sans doute en matière de droit d'auteur un des droits les plus exigeants du monde. Par exemple, ne serait-ce qu'en matière de citation. Même si sur YouTube, on le fait tous, prendre quelques secondes d'un film ou d'une série télé avec une réplique pour amuser nos publics, en théorie, ça, c'est interdit en droit français. Ok. Donc je regarde juste la suite de ce qu'on a à dire parce que c'est très intéressant. Oui. Donc c'est vrai, ça je l'avais entendu parler que la France était un des pays les plus sévères en termes de droits d'auteur, enfin si on peut appeler ça de la sévérité. Ouais. On peut. On peut, ok. Il y a récemment, enfin il y a je dirais 1 an je crois, 1 an et demi peut-être, une grande vague sur YouTube de l'article 13 qui est arrivé. Au final, j'ai lu des informations qui disaient qu'en fait l'article 13 en ce qui concerne la France, ça va pas changer grand-chose, mais c'est plutôt que ça va mettre au niveau des autres pays. L'article 13 de quoi? C'est l'article 13, alors pour toi si tu ne savais pas, c'est l'article 13 européen qui veut dire que au final, l'article 13 va juste remettre tous les pays du monde qui utilisent Internet, notamment les États-Unis, non, tous les pays de l'Europe, pardon, au même niveau que la France en termes de copyright. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai lu une vidéo du Tatou là-dessus. Ouais, c'est l'article 13 de la directive européenne sur le droit d'auteur. Oui.
Donc, ok. Euh, bon, j'avoue, je suis très 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 critique vis-à-vis du droit d'auteur et surtout de la façon dont le droit d'auteur est géré par les sociétés de gestion collective des droits en France. Euh, Parce que d'un côté, il y a le droit des auteurs. Je suis moi-même un auteur avec les livres que je publie, mes modestes vidéos de vulgarisation du droit. Mais pour moi, il est plus important que mes livres soient lus et que mes vidéos soient regardées. C'est bien plus important que de voir mes livres achetés. Je dis pas que c'est pas agréable de toucher quelques centaines d'euros de droits d'auteur par-ci par-là. Hein, ça fait toujours du bien au porte-monnaie. Mais pour moi, il est plus important que mes bouquins soient lus. Et j'avoue que jusqu'à présent, je suis jamais arrivé à convaincre mes éditeurs de mettre librement en téléchargement mes livres à la disposition de tous, en plus de la possibilité pour les lecteurs d'avoir un livre physique. Mais parce que mes éditeurs sont dans une conception très, très classique et très restrictive du droit d'auteur. Jamais oublier que d'un côté, il y a le droit des auteurs, le droit des éditeurs, des producteurs, mais il y a aussi les droits du public. Hein. Et pour moi, le droit d'auteur, c'est une exception provisoire et limitée du droit général qu'a le public d'accéder à une œuvre. Par exemple, le domaine public, c'est au bout d'un certain temps, en règle générale, une cinquantaine d'années, ça s'est passé à 70 ans après le décès d'un auteur, l'œuvre entre dans le domaine public et plus rien ni personne ne peut s'opposer à sa libre communication générale à tout le monde. L'ennui, c'est que, par exemple, par l'article 13 de la directive européenne, le législateur européen, sous la pression de l'industrie culturelle, réduit de plus en plus le libre accès du public à l'ensemble des œuvres. Et ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement contestable et que j'essaye de combattre depuis longtemps. D'accord. Donc, ok. Du coup, je vais continuer la suite de mes trucs. Alors, donc, c'est un peu la moitié normalement du plan en tout cas que j'ai fait. Donc, c'est un très gros live cette fois-là. D'accord. On a beaucoup de choses à dire. Et là, on va rentrer dans la partie qui, je pense, intéresse le plus de personnes qui nous regardent probablement, c'est-à-dire les données principalement terre à terre, les services et les grandes boîtes, comment ils utilisent les données et tout ça. Qu'est-ce que tu penses de la communication? Quelles sont les législations et qu'est-ce que tu penses de la communication des données entre les services? C'est-à-dire le fait que Facebook vende des données probablement à des services de publicité. Enfin, après, moi, je m'y connais très peu là-dessus, mais qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qui est mis en place? Ça, on revient au RGPD dont on parlait tout à l'heure. Alors c'est vrai que la plupart des gens, parce qu'ils veulent accéder à un site web, ont appuyé sur la touche oui, j'accepte que mes données ceci, cela. Heureusement que le règlement européen est là pour protéger un petit peu le citoyen lambda de certains usages un petit peu trop agressifs qui pourraient être faits. Hein, il faut savoir que les données peuvent être, l'existence des données peut être instrumentalisée de façon très désagréable. Je pourrais donner des dizaines d'exemples. J'en prends un. Ça s'est passé aux États-Unis. Ça m'était raconté par un collègue d'une université états-unienne. Un monsieur fait ses courses dans un supermarché et il y avait, je ne sais plus si c'était un yaourt ou une crème dessert qui était tombée et l'emballage avait éclaté et le monsieur passe, glisse et se casse une jambe. Il attaque le supermarché
Et le supermarché, pour échapper à sa responsabilité, puisque souvent aux États-Unis, les dommages et intérêts peuvent monter parfois très haut, hein, avec un chiffre assez élevé qui peut être porté sur le chèque. Le supermarché, lui, ouvre et produit en justice le contenu de la carte de fidélité du monsieur en question, qui était célibataire et qui avait acheté une quantité d'alcool très supérieure à la moyenne aux États-Unis. Et donc, réponse du supermarché, c'est on n'est pas responsable, voyez ce monsieur achète bien plus d'alcool que la moyenne, donc c'est un alcoolique, il est tombé simplement parce qu'il était ivre-mort, on n'est pas responsable de la chose. Bon, heureusement, le magistrat a, a, a refusé cet argument en disant qu'il avait été recueilli de façon licite, mais uniquement pour gérer la fidélisation du client, et qu'en revanche l'utilisation était détournée. Oui. Hein, et c'était heureusement donc le magistrat a refusé. Oui. Vas-y, tu peux intervenir. Je te laisse continuer, je réagissais en direct. D'accord. Donc, c'est un des exemples, à mes yeux, de tout l'intérêt de surveiller l'usage des données qui peut être fait par d'autres personnes. On peut imaginer très simplement que, par exemple, avec l'application Stop Covid qui a été mise en place il y a quelques mois pour le gouvernement français pour aider à détecter les personnes susceptibles d'être malades. Heureusement, la Commission nationale de l'informatique et des libertés en France, qui applique donc le droit européen des données personnelles, est intervenue intelligemment pour expliquer au gouvernement ce que l'on pouvait faire ou pas faire avec ces données. Mais si on n'avait pas ce droit, on imagine aisément que l'employeur, que la société d'assurance serait très curieuse de savoir ce qu'il y a dans le dossier médical des personnes qui sont assurées, par exemple. Ouais. Ça, ça pourrait être un danger. Alors, ceci dit, il faut pas le surdimensionner, ce danger. Et moi, j'ai toujours été étonné de voir des gens râler contre l'application Stop Covid, alors ils râlent sur Facebook en utilisant Windows. Ils donnent beaucoup plus d'informations à Facebook ou à Microsoft sur leur vie personnelle qu'ils n'en donnent en installant et en utilisant l'application Stop Covid. C'est ça. Il y a aussi quelque chose de... Attends, alors j'ai juste reçu un message il y a très longtemps qu'on n'a toujours pas répondu. Je vais juste te dire avant de reprendre sur l'application Stop Covid. C'est comment faire respecter le droit d'auteur tel que le droit français qui le définit dans un espace numérique qui ne connaît pas de frontières. Comment faire respecter le droit d'auteur question. En Amérique ou dans les autres pays. Alors, oui, ça me rappelle ce que je disais au début avec le détournement d'avion. Hein. C'est quelque chose de vraiment difficile à appliquer, tout au moins pour les petits usages qui seraient contraires au droit d'auteur. Autant je comprends qu'on lutte contre ces sites illégaux qui sont des professionnels de la contrefaçon, hein, autant les usages, par exemple les usages de pair à pair, le peer-to-peer, la façon dont l'industrie culturelle a essayé pendant 20 ans de criminaliser l'usager quotidien, c'était vraiment mener une guerre contre ses clients, et une guerre contre ses clients est toujours une guerre perdue d'avance pour le commerçant, à mon avis.
je sais pas si je réponds parfaitement à la Je sais pas. question Mais je pense très astucieuse, mais on, on peut y répondre en juste disant que tout se base sur des accords et des traités où on se dit, si jamais tu vends des choses qui ont un droit d'auteur d'un français et que tu les mets en ligne, et mhm, ben c'est le droit mhm, français qui va s'appliquer. ouais, mhm, C'est juste une histoire de oui, traité en fait, mhm. j'imagine bien. Oui, 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 on est d'accord, on est d'accord. Mais Mais bon, ça c'est la théorie. En pratique, oui, l'application est oui, oui. beaucoup plus difficile. En plus, il y a réciprocité. Il faut que, sauf exception, les droits de l'auteur étranger seront respectés en France à condition que les droits des auteurs français soient respectés dans le pays en question. Ça, c'est un des gros principes en droit international du droit d'auteur, la réciprocité. Oui, logique. Euh, D'ailleurs, il y a quelque chose aussi qui peut être intéressant, c'est par exemple Facebook, qui a Ah, ah. qui a un certain problème avec des vidéos qui sont republiées sur Facebook et une extrême lenteur à les retirer de sa plateforme. Il y a plein de... Alors bon, voilà, il y a des témoignages de personnes qui, notamment Kurkezak, qui est une grande chaîne anglaise de Ouais. vidéos de vulgarisation scientifique, qui Ouais. voit ces vidéos se Ouais. faire republier sur Facebook en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, et qui mettent plus de parfois 3 ou 4 mois à se faire supprimer de la plateforme après des demandes répétitives et continues. Donc ils ont juste abandonné à essayer de faire respecter leur propre droit d'auteur. Mais dans ce genre de cas-là, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Alors, bon, je vais faire un petit peu de provocation. Tout d'abord, est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à faire supprimer ces vidéos utilisées illégalement? Pour ma part, moi, je suis un adepte, un théoricien, un praticien de la liberté de circulation de l'information. Pour ne parler, par exemple, que des logiciels, qu'en matière logicielle, j'ai écrit un gros ouvrage avec un collègue informaticien sur le droit des logiciels libres. Il y a 25 ans, personne ne connaissait les logiciels libres. Maintenant, ils sont sur, je sais pas, que 90% des téléphones portables et des tablettes. L'information, bah, c'est un peu la même chose. Euh, je pense que la conception qu'ont beaucoup du droit d'auteur est, à mon avis, largement dépassée. Par exemple, je citais l'exemple du droit de citation. En France, on a le droit de citer uniquement un texte, c'est-à-dire on n'a pas le droit de citer un son. Il n'existe pas de droit de citation sur l'image ou sur le film. En pratique, avec Internet, cette conception française est devenue complètement inapplicable. Donc, première réponse, c'est est-ce que la chaîne anglaise en question a vraiment intérêt à chercher à lutter contre ces usages? Alors ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est euh, euh, il est, à mon avis, très contestable que les États aient abandonné au, 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 à ces gigantesques sociétés privées que sont par exemple YouTube, etc., le droit de décider ce que l'on doit retirer ou de ce qu'on ne doit pas retirer. On n'a pas à être responsable devant une société privée, on a droit à être responsable devant un juge indépendant et impartial au terme d'un procès équitable. Moi, que on demande à mon fournisseur d'hébergement de mon site web de virer telle ou telle page de mon site web parce qu'elle n'est pas légale, j'ai pas à répondre devant une société commerciale de mes actes. J'ai à répondre devant un magistrat. Voilà. Alors donc deux réponses complémentaires à cette question. Ok. Donc encore une fois, c'est au final, si on en revient à tout, c'est que la loi, dans son cœur, elle est bien, elle est formulée d'une manière qui essaye de faire respecter le droit d'auteur, etc. Mais l'application de la loi n'est pas forcément au même niveau que la loi en elle-même. Mhm. 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 Alors la loi, bien. Alors en tant que juriste,
on a le droit de contester le bien ou le mal fondé d'une loi, hein, mais enfin, ceci dit, elle est applicable. Mais en revanche, elle doit être appliquée devant les tribunaux. Moi, j'ai pas à être responsable. Je suis assez catastrophé quand je vois simplement, quand il y a un problème de droit d'auteur, que c'est YouTube, parce qu'une vidéo a été straquée, c'est YouTube qui décide de la retirer ou de ne pas la retirer. On est en train de vider la démocratie, enfin l'état de droit sur ce point précis. On est en train de le vider de tout son sens. Ça devrait être on devrait s'adresser à un magistrat qui déciderait si oui ou non il y a un usage légal ou pas. Quitte ensuite à ce que le magistrat ordonne à YouTube ou à un autre de retirer telle ou telle vidéo. Et ça peut être une décision peut-être prise parfois assez rapidement, hein, ne serait-ce qu'avec la procédure qu'on appelle le référé. Mm. Alors là, c'est juste pour essayer d'un peu changer les idées. À ton avis, c'est quoi le pire service, la pire plateforme en ce qui concerne la protection de tes données personnelles? Et par exemple, je pense que la réponse de pas mal de gens, ce serait Google ou Facebook. Pour toi, là c'est purement ludique, pour toi, c'est quoi la pire plateforme si jamais tu as une idée? Et si jamais tu peux répondre aussi, parce que si ça se trouve, tu peux ne pas répondre. Également, bon, j'ai pas envie de désigner tel ou tel. Moi, j'ai plutôt envie de conseiller aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent de prendre conscience qu'il qu'il faut faire attention à ne pas confier l'ensemble de leurs usages à une seule société. Hein, je pense par exemple Google. Moi, j'utilise de temps en temps les services de Google, ne serait-ce qu'avec YouTube sur lequel je mets mes vidéos. Mais il n'y a pas que Google dans la vie. On peut utiliser tout un tas de solutions alternatives. Pour ma part, je n'utilise pas Gmail pour mon mail, je porte compte Facebook, mais il existe tout un tas d'autres solutions et il faut garder une diversité. C'est très très important de garder une diversité des usages et ne pas confier toutes nos données, tous nos usages à une seule société ou à un groupe de sociétés, ce qu'on appelle familièrement les GAFA. Oui. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai ma chaîne YouTube, mais à côté de ça, j'ai aussi la chaîne Twitch, j'ai aussi un compte Twitter et j'ai un Discord. Et je passe beaucoup de temps sur le Discord, mais à côté de ça, j'utilise Windows et Linux. Bref, c'est une diversité. Mais qu'est-ce qu'elle apporte, cette diversité de plateformes? Eh bien, elle apporte de ne pas laisser tous ses œufs dans le même panier, parce que je reconnais volontiers que Google respecte quand même relativement bien la vie privée de ses usagers. Mais qu'est-ce qui nous dit que ça ne changera pas un jour? Par exemple, je me suis posé la question quand j'ai voulu faire mes vidéos de vulgarisation du droit, est-ce que je les mets sur YouTube ou est-ce que je les mets ailleurs? J'ai pensé d'abord à les mettre sur Peertube, qui est un hébergement de vidéos collaboratifs. Il se trouve que la charte d'utilisation de Peertube ne me satisfaisait pas puisqu'elle imposait de ne pas mettre ces vidéos également ailleurs. Or pour moi, ça c'est pas une clause en tant que libriste. Pour moi, c'est pas une clause qui est admissible pour moi. Mais si demain YouTube dit continuez de garder, de publier vos vidéos, mais vous nous devez 100 € par mois. Pour ma part, je n'en tire aucun profit de mes vidéos. J'ai pas l'intention d'en tirer de profit. Je vais pas en plus du temps que ça me prend, je vais pas en plus payer pour être hébergé. Pour continuer d'être hébergé. Mais l'ennui, c'est que je perdrai à ce moment-là l'ensemble de mon référencement. Oui. Un autre exemple,
le mail, tout le monde ouvre son mail chez tel ou tel vendeur de mail ou fournisseur gratuit de mail. Si demain Gmail devient payant, les gens qui ont leur mail chez Gmail, soit ils sont condamnés à payer, soit à partir, mais le coût de sortie risque d'être un petit peu important. Le coût de sortie, que ce soit financièrement pour reconstituer l'ensemble de son fichier client, par exemple, ou l'ensemble de ses archives, alors que si on a une adresse mail qui est indépendante de tout fournisseur de mail, on garde cette adresse mail, on peut la garder à vie. Mhm. Voilà, Donc, mais c'est une alors, façon de répondre. pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de... Parce que dans le cas de Gmail, par exemple, si Gmail décide de devenir payant, si Drive décide de devenir payant ou YouTube décide de devenir payant, en fait, c'est en quelque sorte imposé à l'utilisateur de payer quelque chose, que ce soit en termes de temps de changement de plateforme ou en termes de payer de l'argent. On impose à l'utilisateur de payer quelque chose. Est-ce que c'est pas illégal? Non, c'est pas illégal, non. Non, pas forcément. On a toujours la possibilité de dire non et de s'en aller. Mais en revanche, je ne vois pas l'intérêt de prendre ce risque-là. Quelque chose qui m'énerve beaucoup sur les forums, c'est de voir des photos disparaître des forums, parce que la société qui hébergeait les photos, soit simplement la société a disparu, ça m'est arrivé, ça, soit elle a changé, elle est devenue payante, etc. Et on cherche un tuto super bien détaillé par quelqu'un qui a passé des heures et des heures à le rédiger, à intégrer les photos, et tout d'un coup, le tuto devient amputé de l'ensemble des photos et devient inutilisable simplement parce que la personne n'a pas pensé à héberger ces photos de façon pérenne à un endroit qui serait pas soumis au desiderata d'une société commerciale. Mais le problème que je vois, c'est que dans ce cas-là, on peut devenir facilement parano parce que, en fait, tous les services informatiques sont voués à soit mourir, soit s'arrêter un jour. Enfin, forcément, au bout d'un moment, on peut jamais savoir ce qui va arriver à Google, on peut jamais savoir ce qui va arriver aux sites de sauvegarde, genre Pastebin ou les sites d'images. On peut jamais savoir ce qui va arriver, donc ça peut amener à une certaine paranoïa où on va se dire tout mon contenu, au bout d'un moment, va être supprimé. Alors, être méfiant et être paranoïaque, ce sont deux choses différentes. Hein. L'humoriste disait que le paranoïaque, c'est pas dit on me téléphone parce qu'on en veut, c'est celui qui dit mon téléphone m'en veut. Il y a quand même une grande différence entre les deux. Moi, ma réponse, c'est la liberté de circulation des informations. Par exemple, le régime juridique sous lequel est placée la Wikipédia, ce sont les licences Creative Commons. J'essaye de placer au maximum l'ensemble de ce que je fais, sauf quand mon éditeur s'y oppose, sous la licence Creative Commons. Et d'ailleurs, sur mon modeste site web personnel, il y a écrit en bas de toutes les pages une phrase style piller tout ce qu'il y a sur ce site web. La liberté de circulation de l'information fait vivre l'intelligence et la culture. Donc, c'est aussi une autre façon de répondre à cette situation que tu citais tout à l'heure. Ok. Bon, je vais du coup changer de sujet. Copier, piller librement ce site, la liberté de copie fait vivre la connaissance. C'est ça, apparemment, qui est marqué sur le site. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant et que... Alors, pour le coup, là, je suis très impatient de connaître ton avis dessus. C'est le droit à l'oubli. C'est donc quelque chose qui est un peu mythique, où on se dit... Tout ce que je fais sur Internet, c'est sauvegarder tout le temps, mais j'ai un droit qui m'autorise à disparaître d'Internet si je le désire. Est-ce que c'est... Théoriquement, c'est une bonne chose, mais est-ce que c'est appliqué? Est-ce que c'est applicable? Et est-ce que c'est bien? La question est plus facile de poser la question qu'y répondre. Ouais, je comprends. C'est
C'est pas facile cette question. Il va y avoir une différence entre ce que va dire le droit et ce qui est possible techniquement. À mesure où une information, quand elle est mise sur Internet, elle est infiniment aisément duplicable, et très difficile après de la faire disparaître si quelqu'un a décidé de la remettre en ligne. Ce qui pose des problèmes évidents, par exemple, quelqu'un qui a été condamné civilement ou pénalement, par exemple, prenons l'exemple d'une condamnation pénale, au bout d'un temps donné, l'infraction est grave, plus ce temps sera courant. Avant l'apparition d'Internet, quand il y avait la mention d'une condamnation qui paraissait dans la presse, eh bien, le lendemain, le journal avait servi à emballer des légumes ou du poisson et ne subsistait d'exemplaires du journal que dans les archives du journal ou dans les archives nationales ou départementales. Et dans la mesure où il était difficile de faire supprimer la mention de la condamnation et le nom du condamné des archives, personne ne se posait la question. Avec Internet, avec les archives en ligne, même si la personne, depuis, par exemple, a été amnistiée, si on a l'obligation de faire disparaître la mention de sa condamnation, c'est pas pour ça que ça va disparaître des archives en ligne d'un coup de baguette magique. Alors, le droit à l'oubli, je pense, est assez largement vidé de sa substance. Ok. Juste pris une tasse de thé dans Perchat. Est-ce que si je vais... Est-ce que si je vais voir Google et que je leur dis j'impose mon droit à l'oubli et j'aimerais que vous supprimiez toutes les données que vous avez de moi, est-ce que c'est praticable? Est-ce que ça s'est déjà produit? Est-ce que ça va se produire? Est-ce que c'est... Ouais. Alors bon, ça c'est la question de l'application d'une décision de justice prise dans un pays A dans un pays B. En théorie c'est possible, en pratique c'est relativement difficile. Un juge français prend une décision appliquant le droit français, imposant à Google États-Unis de supprimer l'information. Il est assez possible que Google États-Unis ne fasse pas très attention à la décision française. En pratique, c'est très difficile à appliquer. Très difficile à appliquer, d'où tout l'intérêt d'être raisonnablement prudent avec ce que l'on veut mettre sur Internet ou ce qu'on ne veut pas mettre sur Internet. Quand je vois que la plupart des gens ont dans la poche un téléphone qui les trace à quelques dizaines de mètres ou à quelques mètres, et que ces traces, qui sont très pratiques, hein, par exemple pour avoir un guidage GPS, c'est effectivement très pratique, mais ces données sont conservées pendant des années par l'auteur du programme. Je pense par exemple à Google avec son excellent logiciel qui s'appelle Maps. Hein. Alors, ce qu'il faut faire circuler l'information. Allô? Laisse partir comme. Non, ça avait coupé. Ça avait coupé. Ça avait coupé, tu m'entends à nouveau. Bon, d'accord. Et donc, qu'est-ce que tu n'as pas entendu dans ma phrase alors? La dernière phrase. Je la répète. La dernière phrase. La dernière. Je disais donc qu'il est important, qu'il est essentiel que les usagers de l'informatique, que ce soit l'ordinateur ou les objets nomades qu'on a dans la poche, soient conscients que dès qu'ils ont laissé partir une information, il est très difficile de la faire disparaître ensuite. Il faut être raisonnablement conscient de ce que l'on accepte ou ce qu'on n'accepte pas de laisser partir comme information. Je crois que c'est vraiment comme ça qu'on arrive à être protégé contre les usages qui pourraient être des usages désagréables qui pourraient être faits de nos propres données.
D'accord. Mais est-ce que il y a quelque chose si je prends par exemple Google et Maps, il y Ouais, a ouais. de la méfiance ou de la paranoïa, du coup, je sais pas comment employer, vis-à-vis du fait, est-ce qu'il me trace quand mon téléphone est éteint? Moi, l'informaticien qui est en moi va dire que non, parce que bah, il est éteint, ton téléphone, Mhm, l'OS il tourne mhm, pas vraiment, mhm, même s'il tourne un peu quand même. Euh, mhm. mais est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que Google déjà respecte les conditions générales d'utilisation qu'ils ont mis en ligne, qu'ils utilisent? Et est-ce que il y a des Mhm. choses aberrantes dans ces conditions générales d'utilisation? Euh, moi, je suis quelqu'un de naturellement confiant. Donc, ma méfiance vis-à-vis des autres est une méfiance qui est construite, hein, qui est pas naturelle. En gros, je suis pas un paranoïaque, mais donc j'ai tendance à penser que des gros opérateurs comme Google, ils ont tout intérêt à être fair-play, à ne pas faire d'utilisation désagréable des données de leurs usagers, parce que à partir du moment où ils perdraient la confiance de de leurs centaines de millions d'utilisateurs, ça risquerait de mal se passer pour eux. Donc je pense que naturellement, ils ont tendance à respecter les conditions générales d'utilisation qu'ils ont eux-mêmes rédigées. Et c'est pas pour ça qu'il faut qu'il faut vraiment les laisser faire non plus. Mais il faut que chacun soit conscient, à minima, comme je disais tout à l'heure, de ce que de ce qu'on décide de laisser passer comme information ou pas. Ok. Je sais pas si ça a coupé ou si t'as fini ta phrase. Si, non, non, je Ok, pense avoir d'accord. fini ma phrase. Là. D'accord. Bon, bah, en ce qui concerne du coup les GAFA, je pense qu'on a fini ce point-là. Un point qui est intéressant. Ouh là là, c'est le plus gros, c'est le plus long live qu'on a fait actuellement. Je sais pas combien de temps on en est, mais il y a quand même 4 personnes, 3 personnes qui regardent respectivement sur YouTube et Twitch, donc ça c'est déjà un Mhm, bon petit record pour un mhm, live de mhm, 2 heures et demie. Bref, ouais, de 1 heure et demie, et ça, je pense qu'on finira une d'ici heure et 2 heures. demie. Mhm. Euh, Parce qu'il nous reste encore 2 points, 3 points, pardon. Le harcèlement en ligne. Euh, que je Mhm, peux appeler par plutôt de la ce que je définis par du harcèlement, c'est la mise en publication de quelque chose qui m'appartient, donc sans avoir le droit à l'image. Par exemple, une vidéo mhm, mhm, de mhm, moi qui mhm, danse mhm, avec un gars qui le publie et qui dit oh là là, regardez ce naze. mhm, Euh, Est-ce que c'est du harcèlement? Là, je pense que la question, ça va être oui. Qu'est-ce qui mhm, est mis en place de manière mhm, légale? mhm. Et est-ce que, euh, est-ce que la vidéo devrait être supprimée de manière légale? Qu'est-ce qui est mis en place? Alors, moi, j'ai toujours tendance, dans ce genre de situation, essayer de voir ce qu'il y a déjà dans le droit existant qui peut être utilisé ou pas. Et à mon sens, recourir systématiquement à une loi nouvelle dès qu'il y a un événement nouveau, un fait divers nouveau, c'est pas une bonne façon de faire la loi et d'utiliser la loi. Le Assez souvent, dans 90% des cas, le droit préexistant suffit à répondre aux utilisations nouvelles, par exemple le cyberharcèlement. Après, ce qu'il y a de différent, ça va être la preuve, puisqu'on parle, c'est du droit pénal, le cyberharcèlement. Le droit pénal préexistant suffit à répondre à cette situation. La seule différence, c'est la preuve, hein, puisque j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de
de droit, il y a juste des preuves de droit, c'est un peu comme l'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, et il faut rapporter la preuve. Et en droit pénal, la preuve s'apporte par tout moyen. Il faut juste que les services, les autorités publiques concernées sachent recueillir une preuve informatique, ce qu'ils savent faire maintenant, parce que depuis 20 ans, ils ont été formés pour cela, puisqu'on ne recueille pas une preuve informatique de la même façon qu'une empreinte digitale ou une trace ADN, par exemple. Oui. Voilà, je ne sais pas si ça répond au moins en partie à ta question. Ouais. Un peu, en quelque sorte. Qu'est-ce qui constitue une bonne preuve informatique? Est-ce que si je prends une capture d'écran d'une conversation avec quelqu'un, c'est une preuve informatique? Parce que ça peut être trafiqué, les captures d'écran. Mais tout à fait, c'est ce que je vais te répondre. Non, ça, c'est pas une bonne preuve. Une bonne preuve, c'est si cette capture d'écran est prise par un huissier de justice, et ils sont de plus en plus nombreux à savoir faire ce genre de constat, hein, et en faisant attention à ce que, par exemple, la capture corresponde réellement à ce qu'il y a sur le serveur en question, si ce n'est pas simplement une image qui est mise en cache, par exemple. Donc voilà, je ne sais pas si ça te répond. Si, Là. si, totalement, totalement. Est-ce qu'il est possible, dans une ère où le cyberharcèlement devient de plus en plus populaire en quelque sorte, est-ce qu'il est possible de constituer de véritables preuves? Par exemple, si jamais sur Discord, une personne se fait harceler, comment est-ce que je récolte des bonnes preuves? Alors, moi, j'avoue, je suis toujours un petit peu prudent parce que c'est pas forcément à toi de recueillir les preuves qui, dans le cadre d'un procès, pourraient être contestées. Il vaut mieux, dans le cadre d'une affaire comme ça, que ce soit les services de police, par exemple, qui reçoivent la plainte et qui recueillent eux-mêmes la preuve, parce qu'elle aura une valeur judiciaire beaucoup plus importante que si c'est toi qui fais une capture d'écran, qui, comme tu le disais tout à l'heure, peut être parfaitement bidonnée, comme on le voit trop souvent actuellement avec l'ensemble des fake news. D'accord. Ok, parfait. Est-ce que le fait de, par exemple, Discord, il a un service où on peut reporter des messages qui sont du harcèlement? Et si je reporte des messages, normalement, ça va directement à la team qui vérifie, qui, comme eux, c'est leur propre service, ils vont pouvoir vérifier les utilisateurs de manière plus simple et du coup bannir ou non l'utilisateur. Est-ce que c'est une solution que tu conseillerais? Bah, à mon avis, ça n'est qu'une partie de la solution. Et là, on est en train de privatiser la justice. Hein. Alors, je dis pas que ça peut ça peut être efficace dans certains cas, mais on voit de plus en plus souvent des personnes mal intentionnées qui utilisent ce genre de signalement simplement pour faire taire les gens avec qui ils sont pas d'accord. Je pense par exemple Twitter notamment. actuellement la guéguerre qu'il y a entre d'un côté les sceptiques et les rationalistes et puis de l'autre côté les partisans de la Terre plate, des pyramides construites par les extraterrestres, etc. Et autres sottises. Souvent, ces gens-là ne supportent pas d'être critiqués logiquement et rationnellement et scientifiquement par des gens qui ont une vision un petit peu plus claire de ce qu'est la vérité ou pas, et qui de temps en temps, ces gens-là arrivent à faire supprimer une vidéo, à faire supprimer une chaîne sur YouTube, etc. Là, on est clairement dans une utilisation complètement anormale, une instrumentalisation du pouvoir technique qu'ont ces sociétés pour supprimer une information qui, si on était allé devant un juge, jamais un juge n'aurait interdit ça.
Ouais, Donc là, ça pose un véritable problème. Hein. la privatisation de la justice, tu penses que ça peut mener à du coup une Oui, utilisation ouais. négative des outils donc de cette Oui, privatisation de la justice et oui, donc en fait oui. en quelque sorte de Ouais. faire de l'injustice même en retirant le droit Oui, à la très parole, clairement, ouais, le droit à très la parole. clairement. Ok. Très clairement, ouais, bah oui, parce que moi, je suis assez prudent vis-à-vis de la justice. Hein. La justice est imparfaite, elle est rendue par des hommes, mais elle est organisée de telle façon, c'est un peu comme la recherche scientifique. Hein, quand on fait une découverte scientifique, les pairs examinent la découverte scientifique, essayent de reproduire. S'ils n'arrivent pas à reproduire, ça veut dire que la découverte n'a pas de valeur et qu'il y a une erreur ou une fraude. Eh bien, en droit, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'on a tous, 12 juristes, on sort tous des mêmes facultés, on a la même formation juridique, et il y a un certain nombre de règles. Hein, c'est un peu la méthode juridique, c'est un petit peu le parallèle de la méthode scientifique. C'est-à-dire que on a un certain nombre de règles que nous connaissons tous, que nous devons tous appliquer pour arriver à une vérité juridique. Ces règles, bah, c'est tout simplement les droits de la défense. Hein, le fait que le juge soit indépendant, soit impartial, que le procès soit équitable. Lorsque on cherche à traquer une vidéo ou une chaîne sur YouTube, par exemple, eh ben il n'y a pas de droit de la défense, il n'y a pas de procès équitable, il n'y a pas de juge impartial, etc. Et ça, personnellement, moi, ça me pose un gros problème. C'est ce que j'appelle la privatisation de la justice. Ouais. C'est très intéressant la privatisation de la justice. Je pense qu'on pourrait faire un épisode de Phosphorus juste sur la privatisation de la justice. Mais en l'explorant plus que directement sur Internet. Je vais du coup voir les derniers points qui nous restent. Il n'y en a plus beaucoup. C'est bientôt fini. Est-ce que tu penses, voilà, c'est ça qui nous restait. Est-ce que tu penses qu'on peut reconstruire depuis rien du tout une image sur Internet? C'est-à-dire que si, par exemple, je sais pas si tu es au courant, mais sur Twitter, il y a quelque chose qui s'appelle la cancel culture, dont je parle dans presque tous les Phosphorus, parce que j'ai découvert ça et ça m'a absolument scandalisé, mais j'en parle presque dans tous les Phosphorus de la cancel culture. Je devrais peut-être apprendre à m'arrêter, mais bon. La cancel culture, en fait, le principe, c'est que, en fait, c'est exactement ce qu'on vient de dire. On n'aime pas une personne, mais là, sauf qu'au lieu de la reporter et tout ça, c'est une sorte de harcèlement qui va se lier. Par exemple, l'actri- la personne qui s'occupe de l'émission C'est mon choix. C'est mon choix qui est réputé pour être une émission où les invités ne sont pas forcément bien accueilli, mais bon, je veux dire, c'est une émission de télé, et l'animatrice a reçu des messages horribles sur Twitter, et c'était en vague continue de messages horribles, et c'est juste comme une étincelle qui fait exploser un tonneau de haine. Bref. Est-ce que tu penses que déjà la cancel culture, moi je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est horrible. Est-ce que tu penses qu'on peut reconstruire... Allô. Allô? Alors, je suis de retour là. Je suis. Oula, la qualité du micro a baissé. Avant. Alors. C'était un peu mieux avant quand même. Bon, bref. Voilà, c'était un peu mieux avant. Ouais, c'était un peu mieux avant quand même, niveau qualité du micro. Mais j'ai pas changé de configuration pourtant. Oui. Oh, c'est bon. Est-ce que tu penses qu'on peut reconstruire une image sur Internet? C'était ça ma question originale. Ah. Allô? De communication, hein, mais c'est pour moi le Oula, ton micro va vraiment pas. Principal pour reconstruire une image, à mon avis. Il ne Oula. faut pas demander au droit pourquoi il n'est Pour ça. Oh. Allô?
On m'entend toujours, là, j'ai Ah, entendu. c'est mieux, c'est mieux. Oui, on m'entend C'est toujours mieux. ou pas? C'est mieux. C'est bien mieux. C'est mieux. Bon, bah, Ah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. ok. Mhm. Ouf. Allez. Alors, Du coup, tu peux reprendre. d'accord. Donc, oui, je disais que il ne faut demander au droit que ce pourquoi il est légitime. Souvent, il y a des demandes judiciaires. Si on demande au droit de réagir, il va réagir. Hein. Comme disait ma grand-mère, si vous allez chez le poissonnier, il va pas vous servir une entrecôte. Donc, quand on demande quelque chose à quelqu'un, bah, il va répondre avec ses outils. Hein. Quand on confie, je sais pas, la lutte contre les stupéfiants en France au ministère de l'Intérieur, bah, on va avoir une réponse répressive. Aux Pays-Bas, on confie la gestion du problème des stupéfiants au ministère de la Santé, ils vont avoir une réponse sanitaire. Bah, même chose, si on utilise le droit, bah, on va avoir une réponse de juriste qui sera sans doute, dans certains domaines, relativement inefficace, inutile et ridicule. D'accord. Bon, mais au final, je pense qu'on a fait le tour de tous nos sujets dont on avait à parler. Il y avait quand même un sujet que CCGO je voulais traiter, qui m'a demandé de rajouter, qui est la neutralité du net. Je vais pas te Ah, cacher que je sais pas ouais. vraiment ce que ça veut dire. Euh, Est-ce qu'il y a une vraie neutralité au net? Qu'est-ce que ça sous-entend, la Alors, neutralité du net? bah, quand je m'abonne à un fournisseur d'électricité me dit vous avez le droit de vous éclairer, mais vous n'avez pas le droit de vous chauffer. Bah, Internet, c'est pareil. Le principe de neutralité d'Internet, qui est absolument essentiel, c'est que il, le fournisseur d'accès à Internet n'a pas à décider des bons et des mauvais usages que je peux avoir d'Internet. Or, actuellement, de plus en plus souvent, la neutralité du net est attaquée pour des raisons soit politiques, soit commerciales, et c'est quelque chose d'absolument essentiel dont on ne se rend pas compte. Il faut vraiment que ce soit un service, pas un service public, puisque ça a un sens différent de ce que je veux dire, mais il faut que ce soit un, un, un un service qui soit indépendant de l'usage que l'on peut en faire. Déjà que quand on est abonné à un fournisseur d'accès, la bande descendante est très supérieure à la bande montante, ce qui désavantage les gens qui essayent par exemple de faire de l'auto-hébergement. Déjà, rien que la dissymétrie de la bande passante est déjà une atteinte partielle à la neutralité du net. Je vois. Donc, par exemple, si un fournisseur d'accès interdit l'accès à des sites pornographiques, est-ce que ce serait Mm-hmm. une atteinte à Bah, la oui, neutralité du... par exemple, par exemple. D'accord. Ouais, Donc en fait, ouais, bah, oui, par exemple, ouais, par parce qu'en exemple, ouais. fait, la Mhm. neutralité du net, Complètement. c'est juste le fait qu'il faut garder Internet séparé de toutes les personnes qui pourraient imposer des règles qui ne sont en aucun cas légales. Je pense notamment à des fournisseurs d'accès qui censureraient du Mais qui contenu qu'ils pourrait, veulent pas voir. mais qui pourrait, mais, qui pourrait devenir légal, mais c'est pas parce que le législateur, tel législateur dirait il faut que les fournisseurs d'accès avantagent tel usage ou désavantagent tel autre usage que je trouverais ça admissible. Même si cette limitation était légale, moi je la contesterais. D'accord. Non mais je vois le principe. Je pense un exemple, les Orange, France Télécom a essayé d'interdire la voix sur IP parce qu'ils continuaient à vendre cher leurs services téléphoniques. Or, faire la voix sur IP, une fois qu'on est connecté à Internet, ça coûte rien ou presque. Ils ont essayé d'interdire l'utilisation d'Internet pour téléphoner. Bon, évidemment, ils n'y sont pas arrivés, mais enfin, ils ont quand même essayé. Ça, c'est typiquement le genre de tentative d'atteinte à la neutralité du net auquel il faut
il faut faire attention. Est-ce que la difficulté de la part d'autant de la loi que des utilisateurs, que des fournisseurs d'accès, de maîtriser un réseau est un plus ou un moins? Est-ce que tu penses que le fait qu'on ne puisse pas maîtriser Internet est positif ou négatif? Ah ben non, je crois que c'est très clairement, très clairement négatif. C'est-à-dire que je pense que d'ores et déjà, les personnes qui sont les mieux protégées sur Internet, ce sont d'une part les gens qui ont les moyens de s'acheter une protection. Alors, par exemple, ne pas utiliser tous les systèmes je sais pas, de réduction, de réduction en ligne, etc. En échange de quoi on abandonne une partie de sa vie privée. Alors d'une part les gens qui ont les moyens de refuser ça, et d'autre part les gens qui sont assez savants techniquement pour le refuser techniquement. Et l'utilisateur moyen, lui, se rend pas compte et a tendance à accepter beaucoup trop facilement d'abandonner sa vie privée. Hein, comme on le dit, cette vieille phrase sur Internet, quand un service est gratuit, c'est que c'est toi la marchande. Mais est-ce que imaginons que j'ai déjà en fait toute ma vie qui est sur Internet. Est-ce qu'au final, du coup, c'est pas un avantage pour moi parce que du coup, je peux plus me faire voler mes données étant donné qu'elles sont déjà sur Internet. Donc, c'est un peu totalement métaphorique. Bon. Oui, tout à fait. Oui, c'est quelque chose qui m'amuse, qui m'amuse effectivement. Hein, c'est ce que disait un informaticien célèbre. Les sauvegardes, je sais plus quel était son mot, mais c'était pas très. Sur sauvegarde, c'est pour les poules mouillées. Moi, je mets tout en libre téléchargement. Ceci dit, on a tous le droit à avoir aussi une vie privée. Et par exemple, utiliser toujours le même pseudonyme sur tous les forums, bah, c'est pas forcément une bonne idée. Utiliser ou mettre des trop librement son opinion avec son nom associé à la chose, bah, on a quand même de plus en plus de décisions de justice, par exemple d'employeurs qui ont cherché à licencier ou qui sont même arrivés à licencier leurs salariés parce qu'ils s'étaient exprimés sur tel ou tel sujet en rapport ou pas avec leur travail, ne serait-ce que parce qu'ils avaient par exemple utilisé l'adresse email que leur avait donné leur employeur. Ok. Donc faut faire attention à ça. Avant de terminer notre émission, il y a juste CC Gauche qui aimerait que tu expliques ce qui se passe au Brésil avec les abonnements Twitch et YouTube. Je sais pas du tout de quoi il veut parler. Donc, si tu veux en parler, n'hésite pas. Je vois pas à quoi il fait allusion. Au Brésil, avec les abonnements. Des abonnements. Alors, je sais pas, peut-être qu'il parle des abonnements à accès Internet au Brésil. Il y a quelque chose qui se passe ou... Je vois pas à quelle affaire. J'imagine. Je vois pas à quelle affaire il fait. Enfin, je sais que c'est quelqu'un. Je vois pas l'affaire à laquelle il fait allusion. Je sais que c'est quelqu'un qui est assez averti, mais. Bon, bah, peut-être que t'es pas au courant. J'imagine qu'il faisait allusion au fait que peut-être que le réseau brésilien censurait certaines données ou utilisait et menaçait la neutralité. J'imagine, mais je sais pas du tout. Là, pour le coup, je sais pas du tout. D'accord. Ouais. Là-bas, moi, je connais pas trop les faits, ou alors ça me revient pas, mais il vient d'expliquer que apparemment sur ces pays-là, il faut payer pour avoir accès à certains sites. Bon. Je lui fais confiance, mais bon. Oui, d'accord, voilà. Oui. C'est une information qu'il donne. Ça résume en fait notre live. C'est en quelque sorte la fin du live. Hop, je vais monter la petite main. Du coup, comme Abzak n'est pas là, ton avatar, je vais m'asseoir à côté de ton avatar de robot pour la fin du live. Oula, la tablette est toute là-haut. Non mais, j'aimerais juste attraper la tablette. C'est une...
C'est un peu difficile. C'est très J'arrive pas à l'attraper. Je vais la mettre plus bas et je vais m'asseoir avec. Ok, Mhm. parfait. Parfait. Bon, bah, nous voilà. On a fini. Ouais, on a parlé presque 2 heures. On a parlé Presque quoi, 2 heures, oui. 1h50, hein. C'est ça, à peu près. Mhm. En tout cas, c'était très intéressant. Mhm. Et je serais très content de te Mhm. réinviter si jamais tu le veux bien sur un autre sujet. Alors on verra un autre jour. On sait pas. En attendant, c'était Oui, très avec plaisir, sympathique. avec plaisir. C'était Mhm. très très Mhm. sympathique. Je sais on voyait Mhm. pas bien sa tête de robot que Abzak lui avait choisi Mhm. lors de son live, mais voilà quoi, à quoi il ressemblait. Avec D'accord. sa tête de robot. Ouais, on voit pas du tout. Je sais Je pas verrai du tout ça, le oui, parce cadrer. que je le vois pas pour le moment, mais je verrai ça. C'est un très joli Mhm. smiley en tout cas. Bref, D'accord. merci, merci beaucoup d'avoir participé. Pour rappel, c'est des C'était lives un donc tous les plaisir. samedis à 17h sur des sujets philosophiques. C'était Mhm. Phosphorus avec un chercheur, enseignant-chercheur, donc en droit de l'informatique. Euh, Bah, c'était vraiment très intéressant. T'as des choses à dire? Tu veux faire de la publicité si jamais tu veux? Je sais pas. Il y a pas grand monde qui nous regarde, Euh, j'imagine, mais bon, si jamais tu veux. non, mais moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faut faire attention à nos libertés. C'est important et qu'il est plus difficile de reconstituer une liberté qui nous a été retirée plutôt que de la défendre a priori. C'est un petit peu comme l'aquarium et la soupe de poisson. Il est beaucoup plus facile de faire une soupe de poisson à partir du contenu d'un aquarium que de refaire un aquarium à partir de la soupe de poisson. Et nos libertés, bah, c'est l'aquarium, et la censure et la fin de nos libertés, c'est la soupe de poisson. Voilà. Très jolie métaphore pour faire ça. Si jamais vous voulez savoir le sujet du prochain Phosphorus, on l'annonce normalement le samedi matin, soit sur Twitter, soit sur nos Discord à Abzac et à Discursif. La rediffusion, comme d'habitude, est sur la chaîne Phosphorus, qui est normalement euh, à la droite. J'espère que ça c'est à la droite de la fiche dans ma chaîne Discursif. Et c'était un plaisir d'avoir fait ce débat de 2 heures avec toi, déjà, et avec les spectateurs, même s'il n'y a pas eu une grande interaction. Alors, je sais pas si c'est parce que on n'a pas lu les messages, et encore une fois, on est très désolé si on n'a pas vu vos messages. Et ou voilà. Et donc, c'était la fin de ce Phosphorus qui Mhm. parlait des données et de la sécurité informatique. Merci beaucoup d'avoir regardé. Euh, Passez un excellent week-end et on se dit à samedi prochain.